Donc, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes connectés pour le cycle de conférences de Versailles en partenariat avec le Centre 8 pour cette conférence autour de la question du social, les enjeux de la question sociale sous le regard de Laudato Si et Fratelli Tutti. Je vous propose, pendant que peut-être les dernières personnes nous rejoignent, de vous présenter sous forme de vidéo un petit peu qu'est-ce que c'est le site de l'Ermitage qui propose cette conférence ce soir. Donc des conférences qui ont pour objectif de nous éclairer sur les enjeux du monde. Voilà, je laisse Marie nous passer cette vidéo. Alors, bienvenue à nouveau à ceux qui nous ont rejoints pendant
que cette vidéo sur la présentation du site de l'Ermitage, un site animé par Fondatio. Voilà, donc bienvenue dans ce cycle de conférences qui se veut un cycle de conférences pour nous éclairer sur les enjeux du monde et qu'on a voulu, avec le Centre 8, qui est notre partenaire dans ce cycle de conférences, axer également sur le local pour nous donner aussi des pistes sur comment s'engager voilà, localement sur des questions voilà, liées voilà, à Laudato Si et Fratelli Tutti. Donc ce soir, on est heureux d'accueillir Alain qui est engagé à Fondatio, qui est infirmier psychiatrie, qui est éducateur spécialisé, donc qui a une longue expérience sur la question du social et qui du coup ce soir avec des personnes engagées sur le terrain va nous éclairer sur les enjeux de la question sociale sous le regard de Fratelli Tutti et Laudato Si. Alain a sollicité autour de lui, donc comme je le disais, des acteurs locaux. Et donc, nous accueillons ce soir Bernard Alibert. Bernard est le délégué régional d'ATD Carmonde. Voilà, il nous partagera son expérience également tout à l'heure. Nous accueillons également Eric et Camille Lamelot, qui sont bonsoir. Donc un couple, 4 enfants qui sont du côté de Vincennes et qui sont engagés dans le dispositif Welcome. Ils pourront nous partager leur expérience également. Et puis, nous avons également Laurence Guéride et puis Marie Homel, qui sont présentes ce soir avec nous et qui nous partageront eh bien, l'expérience d'accueil qui est vécue sur le site de l'Ermitage. Enfin, en tout cas, elles pourront témoigner d'une parole sur cette question du social dans la dynamique de Laudato Si et Fratelli Tutti. Je vais laisser donc maintenant la parole à nos différents orateurs. Et puis, bien sûr, à l'issue de des propos qu'ils présenteront, on aura un petit temps pour intégrer tout ça. Et puis, un temps d'échange avec vous. N'hésitez pas voilà, à noter vos questions et pour leur réserver pour la suite. Je veux que ça soit aussi le plus interactif possible sous cette forme. Alors, bonne conférence. À tout à l'heure. Et Alain, je te laisse la parole pour démarrer. Merci beaucoup. Bonsoir plutôt à chacune et à chacun. Merci de vous être rendu disponible pour ce temps d'échange, en tous les cas qu'on souhaite vraiment très interactif. Il y a une première présentation que je vais faire et puis ensuite il y aura essentiellement des expériences de terrain qui viendront illustrer ma première présentation. Alors, je voudrais commencer par un petit partage d'écran et je pense que vous voyez, pour dire quelque part et en guise d'introduction que l'histoire bégaye quelque part. En 1960, Un futur radieux, c'est le titre d'un documentaire qui concerne d'ailleurs le bidonville de Champigny où quelqu'un a montré comment, dans le fond, dans les années 60, ce bidonville accueillait des migrants, essentiellement portugais d'ailleurs, qui venaient bâtir nos tours, et puis que dans les années 2020, eh bien, maintenant, c'était les Roms. En tous les cas, là, sur ces images, vous avez deux exemples, si je puis dire, du futur radieux. C'est Nanterre et puis le CNIT, pas très loin, en première photo, puis ensuite le bidonville de Noisy-le-Grand, qui a été le lieu de naissance du mouvement ATD Carmonde, qui a initié le père Brzezinski. Et puis, pourquoi l'histoire bégaye? Eh bien, parce que, voilà, en 2020, l'un des plus grands camps de migrants à la porte de la Chapelle, démantelé. En 5 ans, il y a eu au moins 10 ou 15 évacuations. Donc, pas de commentaire particulier, sauf ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, la troisième image, qui peut-être plus porte une espérance, en tous les cas pour moi, c'est celle de Cédric Héroux, avec le V de la victoire, et puis qui donc a été complètement relaxé
hein, des accusations qu'il portait, et une décision qui, comme c'est indiqué, marque l'aboutissement d'une longue procédure et une saisine du Conseil constitutionnel qui a consacré en 2018 le principe de fraternité. Voilà, je voulais partir de ces différentes images. Alors, je suis en train d'essayer de sortir du partage d'écran, excusez-moi, je vais y arriver, voilà. Pour initier, en tous les cas pour démarrer mon propos. Alors, puisqu'on était dans les images notamment de Bidonville avec le père Joseph Brzezinski, je voulais pour démarrer vous relater ce qu'il disait en 1961. C'est frappant d'actualité. Face à la misère, on est en état de guerre. Alors, ça nous rappelle quelque chose, ça. Il faudrait que tous les citoyens soient entraînés par l'État, mais aussi s'engagent d'eux-mêmes face à cette misère. Et puis un peu plus loin, il disait au sujet des familles, les familles que j'ai rencontrées m'ont saisi, elles m'ont habité, elles m'ont poussé à créer le mouvement. Elles se sont créées une identité en se forgeant un nom, celui de Quart Monde. Alors quels sont aujourd'hui les enjeux de la question sociale à la lumière de Laudato Si et de Fratelli Tutti? C'est ce qu'on m'a demandé de déployer comme guise d'introduction. Je dirais d'abord, ça se situe dans un contexte perturbé, pour reprendre tête de chapitre de Fratelli Tutti, dans un monde fermé. Et le pape François, à cette occasion, nous rappelle que nous ne devons pas ignorer l'histoire, mépriser le passé et regarder uniquement vers l'avenir. C'est pourquoi je pense qu'on a une sorte de passage obligé, dès lors qu'on pose la question des enjeux de la question sociale, par un petit peu d'histoire, en tous les cas brièvement, pour signaler ou souligner que la question sociale a été largement débattue depuis les années 50 dans la plupart des pays industrialisés. Alors, de nombreux travaux, beaucoup de réformes qui ont, bon, pour leur part, tenté d'en comprendre les mécanismes et puis d'apporter des réponses qui ont formé finalement avec le temps, à bien y regarder, une espèce de millefeuille de mesures, de travaux, au mieux difficiles à saisir dans leur cohérence, au pire devenir un cache-misère. Cache-misère qui dit malheureusement l'impuissance à répondre durablement à ce que l'on a coutume aujourd'hui, enfin aujourd'hui et depuis quelque temps, d'appeler la crise. Alors sans trop remonter dans le temps, quelques jalons, quelques rappels, je pense pour la plupart d'entre vous. En 1960, on l'a vu sur ces images, à la mort des Trente Glorieuses, c'est-à-dire d'un temps qui aura été bénéfique à bien des égards, et bien finalement grande pauvreté et immigration avec les bidonvilles, les cités de transit qui ceinturent les grandes métropoles. Dans les années 70-80, on aura le choc pétrolier ou les chocs pétroliers avec le début de la désindustrialisation, l'apparition du chômage qui deviendra chômage de masse dans les années qui vont suivre et qui vont conduire à une paupérisation de plus en plus grande d'une partie de la population française. Depuis, accélération des phénomènes de marginalisation, de différentes formes d'exclusion, avec à chaque fois comme corollaire problème de l'emploi, du logement, de la santé, de l'éducation. De plus, ces 20 dernières années, le phénomène migratoire, qu'on connaît bien, a rejeté sur nos côtes des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, fuyant la misère, la famine, souvent conséquence de dérèglements climatiques, des guerres génératrices de conflits et de peurs, prenant, selon l'expression que j'ai trouvée vraiment intéressante du pape François, le trait d'une troisième guerre en morceaux. La compréhension qu'on peut avoir de ces différents phénomènes est nécessairement complexe et plurielle. Cette précarisation, qui elle touche aujourd'hui? Un petit peu plus de 15% de la population. Qu'on se représente bien, ça représente 10 millions de personnes qui sont affectées durablement, tout à la fois du côté du lien social
et de la cohésion sociale. Ainsi, dans les années 74, date d'apparition du terme des exclus, la question de l'exclusion n'a cessé de croître. Après les exclus, on a eu différentes dénominations, les assistés sociaux, en direction desquels l'État, encore providence, met en place des mesures d'assistance et de protection, en renforçant au passage le stigmate. Puis, plus près de nous, les désaffiliés, qui désignent là un public atomisé, réduit à une sorte d'inutilité sociale. Des personnes invalidées par la conjoncture. Robert Castel dit à ce sujet les naufragés de la société salariale. Ces derniers qui échappent de plus en plus aux mesures d'un État qui, depuis la décentralisation, laisse en grande partie au bon vouloir des territoires le soin de gérer l'assistance. Voilà à grands traits la situation qui se trouve devant nous. Encore faudrait-il la regarder à la hauteur d'un monde particulièrement changeant, marqué ces dernières années par au moins deux phénomènes d'une ampleur inégalée. La crise climatique et ses conséquences économiques et sociales, et la mondialisation, facteur aggravant toutes les formes de pauvreté. Alors, bon, à partir de cet état des lieux, en quelque sorte, rapidement engagé, comment regarder nouvellement cette question aujourd'hui? Probablement en opérant une rupture, en changeant notre regard. Pour cela, il nous faut sortir des systèmes de classification qui stigmatisent, épinglent, isolent les plus vulnérables. C'est une véritable relégation qui sert d'abord à nous protéger en renvoyant le plus pauvre aux périphéries. Périphéries de nos villes, mais aussi périphéries de nos propres vies, de nos existences. Sortir des représentations négatives est un impératif nécessaire pour pouvoir se projeter dans un ensemble, dans un avenir. À mesure que s'accroissent les inégalités dans le monde, et tout particulièrement dans nos sociétés, constate des phénomènes de repli qui s'accélèrent dans un monde qui est marqué par l'individualisme, qui tend à rejeter très loin les plus fragiles, les rendant pour une grande partie d'entre eux invisibles. D'inutiles au monde, ils deviennent invisibles dans un contexte où nos regards sont tendus vers la réussite, l'efficacité, la performance. Malheur aux pauvres, culture du déchet, dit le pape François, pour ramasser dans une même image le mauvais traitement qui est réservé à notre maison commune, la Terre, et à toute une frange de sa population. Alors si, comme le propose Étienne Grieux, il n'y a pas lieu de condamner tous les systèmes d'évaluation, comparaison qui sont nécessaires pour bien vivre ensemble, nous devons veiller à ce qu'elles ne prennent pas le pouvoir. Souvent animées des meilleures intentions du monde, elles ont abordé les problèmes comme des objets d'étude ou dans une urgence quasi sanitaire, comme pour éradiquer un mal qui ronge le corps social. Pour sortir de ce dilemme, nous devons apprendre à envisager, à appréhender chacun dans ce qu'il a d'unique et donc d'incomparable. Voilà l'enjeu central de la relation. Pour cela, nous sommes appelés à changer notre regard, notre angle de vue, et par là nos représentations du pauvre, de l'étranger, de l'inconnu. Quelque sorte, sortir de nos peurs. C'est un appel également à renverser nos priorités dans notre vie. Où avons-nous mis le curseur? Qu'en est-il de nos propres ambitions, du désir de réussite? Ce point est extrêmement important si l'on veut se rendre présent à ce qui se passe juste à côté de nous. Entrer dans une logique qui va privilégier le lien, une logique fondée sur la bienveillance. Une inquiétude vis-à-vis de l'autre dont Paul Ricoeur dit qu'elle est dénuée de toute angoisse, mais au contraire porteuse d'espérance. Alors qu'elle approche, quel accompagnement proposer? On verra tout à l'heure dans les expériences qui vont vous être présentées. Mais tout d'abord, le contrat et l'échange par le don, qui est une approche plutôt traditionnelle, vise à s'occuper et à traiter le problème social et politique que nous avons à affronter aujourd'hui. Comment contribuer à faire une société avec des gens qui perdent les attributs de la citoyenneté,
ou ne l'ont pas, en particulier ceux qui étaient fondés sur le travail protégé? Comment concilier un accompagnement des personnes comme des citoyens, tout en prenant en même temps en charge les contraintes quotidiennes qui font qu'ils sont démunis, souvent paumés, exilés, dépendants? L'accompagnement des personnes vulnérables se réalise la plupart du temps selon un modèle du métissage, pour reprendre une expression de Paul Fustier, entre un échange contractualisé et l'échange par le don. Cette modalité, sur laquelle je ne détaille pas, mais en tous les cas, nous le savons, elle trouve vite ses limites, en mettant rapidement les personnes soit en position de conflit, d'opposition, vis-à-vis de la part contractualisée de ce qui est proposé, avec le cortège de rupture au sein de la relation, soit elles sont étouffées par le don, qui nécessite un contre-don qu'elles ne sont pas toujours à même de faire. Alors elles se replient dans la dépendance passive, de sorte ou sortent par le conflit dans la relation. Nous proposons avec d'autres une approche différente, d'envisager une autre manière d'être avec, plutôt que d'accompagner, en scellant une alliance, dans ce qu'Étienne Grieux à nouveau appelle le juste parce que c'est toi. La dynamique de l'alliance peut traverser l'ensemble des rapports humains, qu'ils soient profanes ou pas. Cela nous permet, dans nos rapports humains, de regarder tout autrement l'autre, c'est-à-dire, dans toutes les relations, entrevoir deux enjeux fondamentaux. Un engagement particulier, le fameux juste parce que c'est toi, et des choses qui se mesurent, parce que ça me rapporte quelque chose. Ainsi, dans toutes nos relations, il y a toujours un aspect alliance, mais comme nous ne sommes pas dans la pure gratuité, il y a toujours l'attente d'un retour. Une relation peut donc être composée de conditionnels et de non conditionnels. Mais des relations a priori conditionnelles peuvent et sont souvent mues par l'intérêt ou l'amour que l'on porte à la personne et représentent par conséquent une dimension inconditionnelle. Dans notre vie quotidienne, nous sommes reliés les uns aux autres grâce à de nombreuses médiations. Cependant, lorsque nous rencontrons les personnes en grande précarité, nous sommes obligés de sortir des cadres habituels. Nous sommes renvoyés à l'essentiel. La relation n'a pas d'autre raison que parce que c'est toi. Si tu viens me rencontrer, il faut que ce soit parce que c'est moi et non pas parce que tu veux réussir quelque chose ou améliorer ton image. Alors, penser gérer un monde ouvert sur la base de cette relation d'alliance, eh bien, ce sont des rendez-vous, des sources d'inspiration pour demain. Peut-être avec quelques indications, en tous les cas pour conclure, c'est envisager une alliance ouverte qui permet à tout moment de laisser venir, mais aussi repartir ceux qui ont soif, ceux qui sont affamés. C'est le signe d'une grande liberté accordée aux personnes. S'ouvrir à ceux qui ne rassurent pas, qui dérangent, est un impératif. Ce sont eux qui nous obligent à redécouvrir le fondamental de l'engagement inconditionnel. La rencontre avec les plus pauvres est une expérience spirituelle profonde. Ainsi, fait pour l'amour, nous avons chacun d'entre nous une loi d'extase, nous propose le pape François, sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d'être. Une alliance qui n'est pas un cordon sanitaire. Être pauvre, vulnérable, fragile ne devrait pas être une maladie honteuse. Pour cela, il nous faut sortir des catégorisations, changer le regard, les réflexes qui classent, rangent, étiquettent, réflexes qui orientent, qui protègent de ce qui fait peur, qui nous conduit à sélectionner les sujets prometteurs en leur donnant plus qu'ils ne demandent ou qu'ils ont vraiment besoin, en négligeant ceux qui ont le plus de mal à s'extraire de leurs conditions et qui ont prioritairement besoin d'être soutenus. Il faut ouvrir une brèche dans le cordon sanitaire dont on entoure toutes ces personnes. Avant toute chose, se laisser toucher est la plus belle expérience de fraternité que l'on puisse vivre. Toucher, remuer jusqu'aux entrailles. Alors, quelle est l'importance des liens? L'autre ne m'appartient pas, il ne peut pas être réduit à ce qu'il a fait, il n'est pas un objet de recherche ni un support d'expérimentation pédagogique et surtout, il n'est pas celui qui va m'aider à réparer mon histoire personnelle. Ouvrir une porte est déjà un premier acte spirituel. Le tout maintenant, c'est de continuer et ne pas la refermer. Un peu à la manière dont le dit
Étienne Grieux, à nouveau, on n'a pas encore tout vu ni tout entendu de toi. Tisser des liens va demander de la patience, de la persévérance, faire l'expérience d'une fidélité, malgré toutes les épreuves. C'est un long chemin, riche des couleurs des fils qui vont tisser la belle tapisserie finale. Ainsi, de rencontre en rencontre, de retrouvailles en retrouvailles, il nous faudra choisir à nouveau de nous engager. Là est notre responsabilité, dans l'accueil, notre consentement à vivre cet engagement. Ni héros ni sauveur, même si la misère n'est pas une maladie et une tare, peut-on en guérir complètement? Ce n'est pas certain. Les traces subsistent, il faudra apprendre à vivre avec, et même se trouver beau peut-être avec les cicatrices. Aussi, sur le chemin, nous faudra-t-il faire le deuil des réussites auxquelles nous rêvons, aux rédemptions spectaculaires. Il nous faudra savoir, dans cet engagement, renoncer à ce que l'on a pu imaginer, idéaliser, les images victorieuses. Être ramené juste à la joie de l'amitié vraie, une relation avec ses hauts et ses bas, juste parce que c'est tout. Maintenant, pour illustrer cette introduction, je propose de donner la parole aux expériences de terrain avec Bernard, Camille et Éric, Marie et Laurence. Alors, je ne sais plus très bien ce qu'on avait convenu, mais je pense qu'on va démarrer peut-être avec Bernard, s'il est prêt. Je veux bien. Je croyais que c'était par Alors, Eric et... peut-être Éric, oui, je m'excuse. Ouais, Oui. voilà, merci beaucoup. Et en tous les cas, on va poursuivre avec Éric et Camille, que je remercie à nouveau de s'être rendus disponibles pour nous parler de leur vécu, de leur expérience vécue dans l'accueil de personnes migrantes à leur domicile, chez eux. Voilà, vous avez la parole, Éric et Camille. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, Éric, Camille. Donc c'est Camille qui va commencer à prendre la parole. On va essayer de faire en sorte que Balthazar, qui est au milieu de nous deux, ne coupe pas trop la parole, mais ça voilà. devrait aller. Donc nous sommes parents de 4 garçons, donc un grand de 14 ans et puis 3 plus petits, 5 ans, 4 ans et le petit dernier, Balthazar, 2 ans. Donc nous appartenons à la paroisse de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, pour ceux qui connaissent, de l'autre côté de Versailles, qui fait partie de la communauté du Chemin Neuf. Et voilà, nous avons plusieurs engagements dans cette communauté via la préparation au baptême, d'équipe d'animation paroissiale pour Éric. Voilà, c'est une paroisse très dynamique. C'est vrai que nous avons à cœur de participer à ces engagements et de nous investir là où on a un peu de temps à donner. Du coup, nous avons la chance d'habiter dans Bois de Vincennes, donc une maison avec un grand jardin. Du coup, il y a quelques années, on a eu l'opportunité de rencontrer un prêtre jésuite de l'association JRS, Jésuites Réfugiés Service, qui nous a parlé du programme Welcome, de l'accueil des réfugiés. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous? On a de la place pour accueillir. On a envie de partager voilà, notre vie, on a envie de partager quelque chose, de donner un peu de notre temps. Donc, du coup, on a commencé voilà, un peu comme ça en se disant, tiens, on va essayer. Et donc, il y a maintenant 4 ans, donc on a accueilli notre premier réfugié, Saher, qui venait d'Égypte. Et puis depuis, ça s'est poursuivi. Voilà, donc on accueille régulièrement donc des demandeurs d'asile qui viennent de pays très divers, Égypte, Turquie, Somalie, Érythrée, Syrie, Turquie. Afghanistan. Donc voilà. Et c'est des expériences vraiment voilà, très enrichissantes. C'est un partage à tout point de vue, partage culturel, partage gastronomique, partage de culture, de parcours. Et c'est vrai que pour nous, voilà, ça a été des très belles découvertes, des très belles rencontres, aussi humaines, parce que du coup, c'est des jeunes à chaque fois qu'on a accueilli, donc des jeunes d'une vingtaine d'années.
qui avait quasiment tout abandonné pour venir en France et qui se retrouvait voilà, dans ce pays à vouloir, avec une volonté démesurée pour s'intégrer, essayer de faire quelque chose et de partager, voilà, de découvrir comment est la France pour pouvoir voilà, au mieux s'intégrer. Et du coup, voilà, nous, on n'a pas donné grand-chose. Donc, le principe, c'est qu'on accueille pendant 6 à 8 semaines, donc un jeune. Donc, on lui offre une chambre et puis on partage avec lui des moments de vie, donc un repas, voilà, quand il est là, des activités, des discussions. Si on a l'occasion de partir en week-end, on l'emmène avec nous. Si on part en vacances, on l'emmène aussi découvrir la Bretagne, Bourges, etc. Donc voilà, c'est à chaque fois du coup voilà, des programmes un peu personnels où on s'adapte aussi à ce que veut ce jeune. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui veulent découvrir, qui veulent vraiment savoir comment ça se passe en France, qui veulent apprendre le français, etc. Puis d'autres qui sont un peu plus réservés ou c'est un peu plus difficile. Et voilà. Et puis il y aurait aussi beaucoup de jeux avec les enfants, parce que du coup, comme on a des jeunes enfants, c'est aussi beaucoup de moments de partage avec eux, où on essaye voilà, de transmettre ça à nos enfants. Je ne sais pas si tu veux du coup poursuivre un peu là-dessus. Hein. Oui, moi, en fait, fondamentalement, la question, en fait, c'était de savoir, enfin, je voulais partager avec vous pourquoi, en fait, on s'est engagé. En fait. Je crois que plus ça allait, plus on avait du mal à regarder, en fait, la difficulté de certaines personnes dans la rue. Et un peu comme le bon samaritain, enfin, un peu comme dans la parabole du bon samaritain, en fait, devant l'homme blessé, en fait, bon, on était un peu les brigands parce que, un peu comme l'a dit Alain, on sent bien que dans notre bien-être, on est un peu les complices aussi de cette on va dire, de cette misère hein, qui est un peu générée par cette société un peu opulente. Mais on était aussi ceux qui passaient à côté sans vraiment regarder ou en se disant bon, ben, je ne peux pas grand-chose. Voilà. Et puis à un moment, enfin, je crois qu'on a eu de plus en plus de mal à supporter ça et on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on essaye de s'engager. Donc c'est vrai que cette rencontre avec le prêtre jésuite nous a donné un peu le déclic. Ça rentrait aussi dans une période où le pape François avait quand même donné de sa personne en arrivant sur la question des migrants, donc avec des images assez fortes à Lampedusa, mais aussi un message un peu récurrent qui invitait chacun en fait à s'engager, quoi. Chaque paroisse à accueillir quelqu'un, enfin voilà. Donc bon, la démarche a été quand même bien posée, et donc c'est vrai qu'on s'est dit bah tiens finalement c'est peut-être possible. Et alors, je voulais vous dire quand même que la structure en fait JRS nous a quand même permis de passer le pas, parce que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un comme ça extérieur, enfin c'est pas facile de l'accueillir chez soi. Et puis je pense que fondamentalement ça aurait presque pas beaucoup de sens, quoi. C'est-à-dire que c'est le programme JRF en fait il offre un accompagnement un peu complet. Donc pour ces personnes qui sont en difficulté sur un temps qui est assez limité, qui est d'1 an, mais qui finalement, enfin en 1 an, on arrive à faire pas mal de choses. Mais pendant cette année, en fait, c'est un soin un peu complet, quoi. La première chose, c'est que souvent, en fait, c'est des personnes qui maîtrisent pas le français. Donc pour l'insertion dans un pays, enfin, en France, c'est juste impossible. Donc il y a tout un programme linguistique qui est mis en place. Et puis, il y a aussi un programme juridique, hein, parce que enfin, tous ces jeunes, ils sont dans des situations juridiques très compliquées, demandeurs d'asile, avec des délais incroyables. Donc, déjà, pour nous, l'administration, c'est parfois un peu pénible, mais quand on maîtrise, on a à peu près une identité, on maîtrise à peu près le français, on maîtrise à peu près le droit, des gens, on trouve que des fois, c'est compliqué, mais pour ces jeunes qui maîtrisent ni le français, qui comprennent rien au droit, qui sont, enfin,
Voilà, et ça peut vraiment être inextricable. Donc, il y a vraiment un accueil juridique qui est hyper important. Il y a aussi des activités, parce que c'est des jeunes, hein, ils ont 20 ans, et donc ils ont besoin aussi d'un peu de légèreté. Et donc, JRS leur offre des animations de théâtre, des soirées, des rencontres, voilà, des discussions aussi avec d'autres élèves, notamment des écoles jésuites de Paris. Et puis, JRS met en place des tuteurs, c'est-à-dire c'est une personne qui, pendant l'année, va être chargée d'accompagner cette personne à travers les familles, à travers les formalités juridiques, à travers les, euh, les, euh, les parcours de langue, enfin les soins aussi médicaux, enfin bref, tout ce que peut un peu demander en fait la vie courante. Et puis, le dernier élément, c'était être famille d'accueil. C'est-à-dire offrir juste le gîte et le couvert. Et puis finalement, c'est ce qui nous était le plus facile de donner, compte tenu de nos emplois du temps, la configuration qu'on avait. Donc du coup, c'est plutôt le dernier engagement qu'on a choisi. Mais en fait, notre engagement, il serait rien s'il n'y avait pas toute la chaîne, quoi. Et c'est là où en fait la dimension communautaire est hyper importante, quoi. C'est-à-dire que voilà, on aide d'autant mieux qu'on est dans une communauté, que cette communauté elle est constituée. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, c'est facile de s'engager. C'est facile parce qu'on le fait avec d'autres. C'est facile parce que finalement, on ne fait que allier nos talents. Et puis, si tous autour de l'écran, on regarde bien, on a tous un petit talent à partager. Le tout, c'est d'arriver à le mettre dans la bonne structure et au service d'une cause qui est un peu organisée. Et puis moi, la dernière chose que je voulais mettre en avant, c'est finalement, nous on l'a donné un tout petit quelque chose en fait dans un ensemble, mais surtout, on a reçu des grâces en abondance en fait. Parce que c'était des rencontres, c'est des rencontres magnifiques. C'est des rencontres en fait du cœur, c'est des gens qui sont évidemment écorchés par la vie, parce que c'est des jeunes qui ont vécu des choses, des parcours sur des milliers de kilomètres, sur des années complètes, voilà, toujours à essayer de se relancer, et à un moment ils se posent, quoi. Et donc effectivement, dans l'échange, on les sent un peu émus, voilà, ils trouvent une sorte de havre familial et il y a vraiment des très beaux échanges. Donc, à chaque fois, c'est des échanges à cœur ouvert et donc, franchement, c'est des belles joies. Et puis, c'est des joies qui sont partagées pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et c'est quand même super beau de voir, par exemple, Ambroise faire des lignes d'écriture avec Hassan, qui apprenait à écrire. Donc ça, c'était vraiment très, très beau aussi. Et puis, c'est aussi une transmission de valeurs, en fait, parce que, en fait, dans cet échange familial, en fait, on s'assure un peu que nos enfants ne regarderont pas non plus peut-être les étrangers de la même manière. Donc ça, c'est assez chouette, quoi. Donc, à coup sûr, on a reçu 100 fois ce qu'on a donné, c'est très clair. Et donc, voilà, c'est sympa de témoigner ce soir avec vous. Merci vraiment beaucoup, Camille, Eric, d'être là et de partager votre expérience. C'est très touchant. Merci beaucoup. Je pense que ça suscitera certainement un certain nombre de réactions, de questions tout à l'heure. Voilà, donc merci. On continue avec, alors là je ne sais plus très bien puisque Bernard m'a dit, c'est à toi maintenant Bernard ou c'est à Laurence et puis ou Marie, je ne sais pas. Oui, on t'entend pas bien. Hein. C'est à Laurence, je crois me rappeler. Alors Laurence, mais il faut qu'on t'entende Laurence, on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas, Laurence. Vite. On t'entend toujours pas. Un problème de micro. Des problèmes de micro, non? Ou de localisation, je ne sais pas. Ah, ça y est, vous m'entendez?
Qui vient de parler? Je ne sais pas d'où ça arrive. On entend une Laurence, mais celle qu'on cherche à entendre, c'est pas celle Laurence de Guéride. Poulet. D'accord. Ouais, c'est Elle a pas... l'air de nous dire, on va Peut-être que faire son autre chose. binôme Marie peut peut-être démarrer le temps Voilà, que peut-être que Laurence, Marie, tu peux commencer si tu... Je ne t'ai pas vu dans les vignettes, mais tu es par là, non, sûrement. Je suis là. Voilà. Bon, Soit la voix pour deux, alors. Bah non, je ne serai pas la voix pour deux, je serai la voix pour Marie. D'accord. Parce que je ne sais pas ce que Laurence... Enfin voilà, Laurence est responsable du pôle hébergement et des structures d'hébergement qui sont sur le site de l'Ermitage. Et moi, je suis plutôt en mission sur le pôle activité. Et donc, moi, je voulais plutôt vous parler de l'expérience de l'accueil sur les dimanches fraternels. Les dimanches fraternels, je vous dis rapidement ce que c'est. C'est une journée, une fois par mois, où on se retrouve avec des personnes en précarité. Donc, tout type de personnes en précarité, hein, des personnes, des migrants, demandeurs d'asile, des personnes déboutées du droit d'asile, de leur asile, ou des personnes réfugiées. On peut aussi accueillir des personnes en fragilité psychologique, voire des fragilités psychiatriques. Hein. On accueille des personnes qui vivent à la rue ou qui sont dans des centres d'hébergement. On peut accueillir des personnes qui sont en rupture sociale, donc dans un grand isolement. On a de tous les âges et on est là avec des personnes qui sont insérées socialement. Donc, le pari, c'est de vivre une journée ensemble, toutes personnes confondues. Et ce qui est assez chouette, et d'autres qui sont là dans l'Assemblée, qui participent à ces dimanches, pourraient le dire, à certains moments, on ne sait plus qui est dans quelle case, dans quelle étiquette. On forme des frères et sœurs en humanité et on vit et on partage un moment simple, convivial, qui nous ressource et qui fait qu'on est chacun ce qu'on est, avec Nicole, Abdoul, Asiatou, Amadou, enfin voilà, c'est très mélangé et on est, chacun a du prix et c'est ça qu'on vit et qu'on célèbre, j'ai envie de dire, sur ces journées. Concrètement, comment ça se passe? On se retrouve avec un temps d'accueil et on soigne l'accueil parce que l'accueil, c'est accueillir ouvrir le cœur et les bras, accueillir de manière inconditionnelle la personne telle qu'elle est, telle qu'elle arrive, avec ses galères et puis aussi ses joies, les joies que font sa vie. Et donc, on prend ce temps de partager ce qui fait le cœur de nos vies de manière simple et en vérité. On a un temps de déjeuner partagé. Alors évidemment, tout ça, c'est quand on est en période hors Covid, hein. Parce que là, c'est un peu différent. Mais voilà, et après, on a un cheminement, un temps de ressourcement et de réflexion autour d'un thème. Alors cette année, par exemple, le thème, c'était « Ensemble, cherchons le bonheur ». Et chaque dimanche, on cherche une petite facette du bonheur, par quoi ça passe le bonheur. Et on a toujours un temps de créativité. On se sert de notre créativité et un temps d'échange en petits groupes avec cette importance d'apprendre à se dire, de poser un je, J-E. Voilà, moi, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je crois. Et c'est important d'apprendre à dire cette parole et à s'entendre les uns les autres là-dessus. Et puis, on termine toujours par un temps de louange pour remercier pour la journée qu'on a vécue et puis pour prier les uns pour les autres aussi et se porter dans cette fraternité. Donc voilà, l'objectif de ces dimanches, c'est vraiment la rencontre et permettre à chacun d'exister tel qu'il est, et de pouvoir dire, tu as du prix à mes yeux. C'est vraiment cette idée que disait Alain tout à l'heure, hein, juste parce que c'est toi. Tu as du prix à mes yeux et voilà, on se rencontre comme ça. On a, j'ai envie de dire, trois grands verbes ou trois grandes attitudes qu'on aime bien mettre en avant. En tout cas, c'est ça qu'on cherche à vivre. C'est donc l'accueil, rencontrer les personnes avec bienveillance, avec ouverture du cœur. On est vraiment dans cet accueil inconditionnel. Le deuxième verbe, c'est fraterniser. Là, on est vraiment dans le tisser des liens,
goûter et vivre des relations authentiques. Ce n'est pas forcément si simple, hein, voilà, on le voit tous les jours. Et comment on se met d'égal à égal. Et c'est ça qu'on vit quand effectivement on a des personnes insérées socialement et tout. Voilà, donc on est mélangé, on est d'égal à égal et c'est vraiment une belle fraternité. Et puis, on a le troisième verbe, c'est accompagner. Comment, une fois qu'on a accueilli et fraternisé, on ne peut pas juste repartir chez soi comme avant. On est transformé parce qu'on entend, parce qu'on partage les uns avec les autres. Et voilà, on peut être amené, en tout cas, voilà, on cherche à les soutenir dans leur parcours de vie, avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut, nos limites, parce qu'on ne peut pas tout, on n'est pas des sauveurs et on ne peut pas venir tout solutionner, mais en tous les cas, accompagner ce chemin et le vivre ensemble. Tout ça, ça vient, j'ai envie de dire, s'imbriquer, s'insérer avec ce que vous avez vu dans le petit film tout à l'heure de présentation là, de l'ADN de Fondatio, qui a 3 composantes, être soi, être avec, être pour. Et donc, on vient vraiment cheminer avec aussi ces 3 axes-là qui nous pétrissent un peu en tout cas dans la réflexion qu'on cherche et les partages qu'on cherche à avoir ensemble sur être soi, hein, donner un sens à sa vie, apprendre à se tenir debout, apprendre à avoir une parole, à dire un « je », à s'exprimer pour soi. Être avec, c'est comment on apprend à vivre ensemble et c'est vraiment un apprentissage d'une ouverture, d'une rencontre, se découvrir voilà, frères et sœurs en humanité. Et puis être pour, c'est s'engager dans le monde, mais du coup, nous, sur nos dimanches, c'est comment on va aller repérer et aider chacun à donner le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est vraiment... et on cherche à appeler les uns et les autres à venir participer, j'ai envie de dire, de manière active. On va avoir Ibrahim qui va venir plus tôt le dimanche pour préparer la cafétéria, pour installer les tables, voilà, parce que pour lui, c'est important de pouvoir être bien accueilli. On va avoir Abdoul qui, sur un dimanche, va nous témoigner c'était un dimanche sur vivre l'instant présent et qui nous a témoigné comment lui, dans toute cette période d'attente de ses papiers, toutes ces démarches administratives, son point d'ancrage, c'était ville aujourd'hui et puis on verra demain. Parce que s'il se projetait trop loin, c'était l'angoisse. Voilà, donc c'est vraiment cette importance-là de faire se lever des personnes pour voilà, cheminer ensemble et être frères ensemble. Voilà, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que pour moi, ces dimanches, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une ouverture du cœur et de nos esprits, de nos esprits collectifs, hein, pour sortir des étiquettes, des cases, voilà. Il y a vraiment la force de la simplicité dans la relation. Nous, on le vit en couple. Cyril, mon mari, vient avec nous et mon mari, quand il revient, il me dit oh, j'aime bien parce que j'ai l'impression de poser mon cerveau. Je ne suis plus dans un truc où il faut être, etc. Juste poser mon cerveau et être là. Et voilà. Et puis, il y a l'importance de cette réciprocité qui existe là. On donne, mais on reçoit. Enfin, c'est ce que disaient Eric et Camille tout à l'heure. Il y a vraiment cette dynamique de donner-recevoir qui est très, très forte. Et clairement, la joie, enfin, je veux dire, on a clairement de la joie à se retrouver. Je peux vous dire qu'en ce moment, on peut moins se retrouver. Et ben, voilà, c'est triste. C'est triste. Et alors, on essaye de trouver d'autres moyens. Pour vous dire, voilà, on essaye de mettre enfin, ça fait plusieurs mois qu'on met en place un compagnonnage par téléphone. Voilà, on prend ce lien qu'on a tissé déjà sur les mois précédents, de prendre le temps d'appeler les uns et les autres, prendre des nouvelles. Garder et continuer ce lien. Et puis, on a inventé les dimanches fraternels hors les murs où on se retrouve plutôt pour aller se balader pendant 2 heures. Et voilà, on ne prend pas de risque, on a nos masques, mais on peut quand même, en marchant, échanger, voilà, être frères et sœurs en marchant. Il y en a qui marchent plus vite, il y en a qui marchent moins vite. C'est pareil, là-dedans, on s'accueille comme ça.
Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire de l'expérience des dimanches. Marie, merci beaucoup. Merci de ce retour d'expérience. Et puis peut-être que Laurence maintenant est avec nous. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Si, très bien. Oui, Donc, ça veut dire qu'il faut que je parle. Moi, je pensais échapper à… Pas du tout. Moi, je travaille avec Marie, que vous venez d'entendre, et je m'occupe, entre autres, des structures d'hébergement que nous avons sur l'Ermitage. Donc, c'est une petite trentaine de personnes que nous hébergeons et que nous accompagnons. Et je vis aussi sur place. Donc je les côtoie matin, midi, soir et à des moments la nuit. Donc voilà, et ceci sur 1 à plusieurs années. C'est-à-dire que l'accompagnement ou l'accueil peut se faire sur plusieurs années. Donc je ne vous cacherai pas, dans ce contexte-là, je côtoie des personnes qui n'ont plus de masque. C'est-à-dire, et c'est pour moi un petit peu la différence entre ce que Marie vient de dire, où on les côtoie sur un dimanche, et après on repart chacun dans nos lieux de vie. Sur nos structures d'hébergement, on les côtoie dans un quotidien. Et y compris moi, je ne peux pas avoir un masque vis-à-vis d'eux, et eux aussi difficilement vis-à-vis de moi. Et en même temps, je trouve ça très intéressant. Moi, je me disais, je regardais un petit peu vos visages, donc j'en connais quelques-uns et quelques-uns qui ont toute une expérience autour de ce public en précarité. Peut-être certains ont moins d'expérience. Et je me disais, moi, il y a 10 ans, en fait, les pauvres, je ne les voyais pas, comme s'ils n'existaient pas. J'ai quand même passé 1 an à l'Ermitage, je travaillais pratiquement à plein temps, je n'ai vu aucun résident de la structure qu'on appelle la Maison Zoé. Ça veut dire, en tout cas, ma capacité à des moments à être aveugle quand je le veux, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que ce public-là, à cette époque-là, ne m'intéressait pas. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui a amené un changement chez moi. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve, en tout cas pour moi, ça a été une chance de rencontrer ce public en précarité, quel qu'il soit migrant ou qu'il soit français avec accident de parcours ou autre. Ça a été une chance, et d'abord, ça a été une chance pour moi, comme lieu de conversion, lieu d'humanisation. Je pourrais dire, je me sens plus humaine aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Comme si la rencontre avec ces gens qui me sont quand même, sur le fond, pour une part différents, de par des parcours de vie différents, eh bien, ils m'ont humanisé. Et ça, je peux aspirer à ça, souhaiter ça pour chacun d'entre nous qui sommes là ce soir. Et en même temps, je ne trouve pas ça simple tous les jours. Et je ne veux pas vous mettre dans l'illusion que tout est rose. Voilà, donc nous, dans nos structures d'hébergement, la particularité, c'est que nous ne choisissons pas notre public. Les personnes qui nous sont orientées par les services sociaux du département, ce sont des personnes qui ont, en tout cas, une caractéristique, c'est de se retrouver à la rue, et on fait la demande pour obtenir une place dans un hébergement. Et ce sont les services sociaux du département qui nous orientent des personnes. Donc, on peut aussi bien accueillir des migrants que des personnes en fragilité psychologique, voire psychiatrique, que des sortants de prison,
que des personnes avec des problématiques d'addiction, que des Français qui, voilà, qui ont eu un accident dans leur vie, puis on leur ont fait perdre. Voilà, donc moi, je ne choisis pas. Je ne vais pas forcément vers qui j'aurais envie d'aller, mais j'accueille, et c'est un certain défi de accueillir celui qui m'est, quelque part, qui m'est envoyé. C'est sûr, je suis chrétienne et je vis cette mission, en tout cas très en lien avec ma foi, et je crois, en tout cas, je pose ce postulat que la personne qui nous est orientée, elle nous est envoyée de Dieu. Et donc, on a quelque chose à vivre avec elle. En tout cas, c'est comme ça que je pars quand la personne, elle arrive dans notre structure. Mais c'est vrai que ça me demande, en tout cas à des moments, de quitter mes préjugés, parce que j'en ai, y compris avec ce public-là, y compris avec les années qui passent. Eh bien, à des moments, quand on a eu une personne avec qui ça s'est mal passé, qu'on réaccueille une personne un peu du même profil, je trouve que c'est très facile de me dire « Ah, ce type de personne, voilà comment les choses vont se passer. » Et quelque part, mais c'est choisir de dire non. C'est une personne nouvelle, de la voir comme une personne unique et qui a aussi une chance, ou lui donner une chance pour pouvoir faire un bout de chemin. Mais c'est à la fois une chance de s'ouvrir à cette diversité, mais je ne vous cacherai pas, c'est aussi un défi dans un quotidien. Dans mon expérience, l'autre chose que j'apprends, c'est de rester à ma juste place. Je me rends compte qu'il m'est facile à des moments de savoir ce qui est bon pour l'autre. Mais sauf que l'autre n'est pas moi. Et particulièrement ces autres-là qui ont des histoires de vie qui sont très différentes de la mienne et donc qui n'ont pas forcément, alors soit culturellement, parce qu'ils viennent de pays différents de le nôtre et nos schémas de on doit travailler, avoir son logement, ça, c'est nous, Européens, on raisonne comme ça. Mais en fait, on se rend compte, je me rends compte que, par exemple, un migrant ne va pas forcément raisonner comme moi je raisonne. Et je vois bien que dans l'accompagnement, eh bien, j'apprends au fur et à mesure des expériences à partager en tout cas ce que je souhaite de meilleur pour l'autre, mais à faire très attention que l'autre reste libre de sa réponse et du chemin qu'il souhaite emprunter. Et que ça ne m'appartient pas. Je vous prends un exemple vraiment qui est très récent. Ça fait 3 ans que nous accueillons et que nous accompagnons Abdoul, plutôt un jeune qui a des potentialités. C'est vrai que je peux souhaiter pour lui qu'il obtienne son logement, un vrai logement. Abdoul, en même temps, aspire à son autonomie, ce qui est limité quand on est dans une structure d'hébergement, et donc il fait le choix de partir dans une résidence sociale. Évidemment, un lieu où moi je n'irai pas habiter. Eh bien, accepter qu'Abdoul choisisse autre chose que moi, ce que j'aurais pu souhaiter pour lui. Et ça me demande en fait de me convertir en permanence pour rester à ma place et me réjouir quand je sens l'autre prendre pleinement son autonomie, mais aussi sa liberté. Alors qu'ils peuvent être à des moments aussi dépendants et attachés entre guillemets à nous. Et puis, la dernière chose que je dirais, je pense que
quand on a traversé des très grandes difficultés, à des moments, en fait, on peut être assez auto-centré sur soi, comme si, au final, les difficultés que je rencontre, ce sont les pires difficultés dans la vie. Et je me rends compte qu'à des moments, ça amène des attitudes d'un peu tout m'est dû. Et alors moi, je vois que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je ne supporte pas quand j'ai un résident qui a un comportement, en gros, de tout lui est dû. Ou si je prends le public migrant, de par notre système pour la demande d'asile, je me rends compte qu'on accule des migrants à dire des mensonges dans leurs histoires pour tenter d'obtenir l'asile politique. Et personnellement, j'ai besoin d'être en vérité avec la personne que je rencontre. Et là aussi, dans ces deux attitudes-là, je découvre petit à petit que plutôt que de me mettre en colère, comme je pourrais le faire facilement, je suis plutôt d'un tempérament assez entière, eh bien, j'apprends à dire ce qui me semble juste de dire, mais à le dire avec amour, avec en tout cas douceur, mais quelque part où c'est important pour moi de pouvoir exister devant eux et de me sentir respectée comme, quelque part, j'essaye de respecter ce qu'ils sont. Et là aussi, pour moi, c'est un très bel apprentissage de vie d'apprendre à dire les choses, y compris quand elles ne sont pas toujours agréables, mais qui permet d'être dans une vraie relation et surtout dans une relation de vérité les uns vis-à-vis des autres. Laurence, merci beaucoup. C'était bien que tu aies retrouvé le micro. Formidable. Merci. Et on va terminer avec Bernard. Tu n'as pas de micro. On va te donner la parole. Ah. Est-ce que c'est bon là? Ouais, très bien. Bon, parfait. Écoute, bonsoir Bernard. à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'expérience que je fais dans l'Université populaire Carmonde. Tout être humain réfléchit et il a le droit de s'exprimer en étant respecté. Notre fondateur, le père Joseph Brzezinski, a vite remarqué au contact des 300 familles qui habitaient dans un bidonville à Noisy-le-Grand, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, que ce qui leur manquait le plus pour faire valoir leurs droits fondamentaux étaient les mots. En effet, quand on a vécu 10 ans dans la rue, quand la question de la nourriture, du logement et de la sécurité chaque jour encombre son esprit, on a du mal à concevoir une pensée et à l'exprimer. Le père Brzezinski a donc créé les universités populaires Carmonde, dirigées donc vers les personnes en précarité, qu'elles soient dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Alors, comment se déroule l'université populaire Carmonde? Elle se déroule en 2 temps. Une fois par mois, des petits groupes, environ une douzaine en Île-de-France, se réunissent, composés chacun d'environ 8 personnes en précarité et de 2 animateurs, un animateur et un secrétaire plutôt. Ils étudient tous le même thème, préparé par un groupe conseil, différent à chaque fois. Groupe conseil composé de 3 bénévoles, 3 alliés, dans notre langage, tu parlais de l'alliance tout à l'heure Alain, je m'y retrouve bien, et de 3 personnes en précarité, en utilisant une méthodologie à chaque fois définie par le groupe des animateurs secrétaires. Lors de cette réunion, qui dure 2 heures, 2 heures et demie, chaque personne en précarité exprime son point de vue sur les questions du thème, si elle le désire, sans être coupée, ni jugée, en étant simplement écoutée dans un climat de confiance totale et de bienveillance. Certains mettront seulement 2 ou 3 séances avant d'oser une parole, d'autres mettront 6 mois ou 1 an, chacun à son rythme. L'animateur guide la réflexion, passe la parole aux uns et aux autres. Le secrétaire note scrupuleusement ce qui a été dit tel quel, sans remettre les mots ou les phrases en bon français. Et j'anime un de ces groupes à Trappes depuis plus de 5 ans. Alors, une autre fois par mois, le 2e stade, c'est un samedi matin, tous ceux qui le peuvent se retrouvent
lors de l'Université populaire Carmonde, au siège national de la TD Carmonde, à Montreuil, dans le 93, chacun assurant les covoiturages nécessaires. Nous nous retrouvons entre 50 et 80, hors Covid bien sûr. Là, nous retraitons ensemble le sujet déjà étudié par les petits groupes, qui chacun a apporté une contribution, une affiche, une banderole, une scénette, une chanson. Pour préparer cette réunion, les organisateurs ont lu tous les comptes rendus envoyés par les secrétaires. Lors de cette réunion, les personnes en précarité apprennent à s'exprimer au micro devant l'ensemble des personnes présentes. Les alliés, donc les bénévoles, n'intervenant que très parcimonieusement. Bien sûr, pour certains, il se passera 6 mois ou 2 ans avant d'oser prendre le micro. Pour d'autres, ça sera même beaucoup plus long. Un grand témoin participe à la réunion dans 2 buts. L'un est de répondre aux interrogations des personnes en précarité sur le thème, car il connaît ce sujet, mais le second est le plus important. Il est là pour écouter la parole des plus pauvres et la retransmettre dans son ministère, dans son métier d'élu, de juge, d'assistante sociale, d'employeur. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces universités populaires Carmonde? C'est un lieu d'abord d'identité et de rassemblement de ceux qui vivent la grande pauvreté, mais aussi un lieu pour bâtir ensemble une histoire basée sur la fierté, eux qui sont si souvent méprisés. C'est un lieu universitaire, oui, ça peut paraître un peu pompeux ce terme, mais un lieu universitaire de pensée, de parole et de savoir. Chacun s'enrichit de la pensée, du savoir, de l'expérience des autres, tout en apprenant à se libérer de ses peurs et à oser se lancer à parler. Le savoir individuel et collectif grandit. Qui mieux que les personnes en précarité connaissent les causes et les problèmes posés par la pauvreté, qui mieux qu'eux peuvent suggérer des solutions. C'est aussi un lieu de dialogue entre citoyens de tous milieux sociaux, de toutes religions, de différentes cultures. En effet, les bénévoles, pour la plupart, n'ont pas connu le monde de la misère et de la précarité dans leur propre vie. Parfois, le travail est réparé en petits groupes de pairs, par exemple un groupe de juges et un groupe de personnes en précarité ayant affaire avec la justice. Je pense en particulier aux juges des enfants, aux juges des tutelles, curatelles. C'est aussi un lieu de formation au militantisme pour les droits humains. Il donne la force et la volonté d'agir pour soi-même et pour les autres, pour lutter contre l'injustice, solidairement. Et enfin, c'est un lieu de convivialité où la confiance règne, car la confidentialité des échanges est respectée et personne ne sera moqué. Alors, quels sont les thèmes étudiés? Ils sont très variés. Ils peuvent concerner des sujets grand public dont on entend parler à la télévision, le changement climatique et ses répercussions sur les personnes en précarité, l'accueil des migrants avec les risques de conflits entre personnes en précarité françaises de souche et immigrés. Des thèmes liés aux droits fondamentaux bafoués ensemble, le logement, l'éducation, avec l'envoi souvent systématique d'enfants de familles pauvres vers les SECPA, etc. Le thème peut être aussi les relations vécues par les personnes en précarité avec les assistantes sociales, les services administratifs de santé, de retraite, Pôle emploi, les juges des enfants, car l'un des problèmes les plus terribles est le placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a aussi des thèmes plus gais, comme le rire, ou comme les UP, les universités populaires créatives, qui permettent l'élaboration d'œuvres collectives, comme un album rassemblant plusieurs bandes dessinées courtes, un livret de dessins rappelant chacun une rencontre fondatrice pour une personne en précarité. Quels sont les fruits de ces groupes de parole et de ces universités populaires? Bien sûr et d'abord pour les personnes en précarité, un cheminement personnel vers plus d'autonomie et d'estime de soi. Mais aussi des contributions pour une meilleure lutte contre la pauvreté. En effet, de ces échanges sort d'une part une analyse vraiment vécue de l'intérieur et donc une meilleure compréhension des problèmes difficiles rencontrés par ces personnes, mais aussi des idées de propositions de lois et de règlements pour faire évoluer la société. On peut citer par exemple, alors un exemple emblématique,
qui est le rapport du Comité économique et social, qui est depuis devenu le CESE, de février 1987, intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », dont le rapporteur était le père Brzezinski lui-même, qui contenait les bases de la création du RMI, vous savez, l'ancêtre du RSA, et les bases aussi de création de la couverture maladie universelle, la CMU, ou encore du droit au logement opposable, qui a mis un certain temps pour déboucher sur la loi Dallot. Mais on peut citer des exemples plus récents, comme le rapport du CESE de septembre 2011, dénonçant le fait que l'école n'arrive pas à atténuer les inégalités dues à l'origine sociale ou culturelle, qu'elle trie dès le plus jeune âge et que, loin de combler ces inégalités, elle les aggrave parfois. Et de manière moins spectaculaire, on peut citer, lors d'une université populaire en décembre 2019, sur les difficultés administratives rencontrées par les personnes en précarité, notamment du fait de la fracture numérique, la chef de cabinet du secrétaire d'État au numérique était là, et malgré sa grande connaissance du sujet, elle a avoué avoir découvert combien les difficultés liées à l'informatisation à outrance des procédures étaient encore plus grandes que celles qu'elle soupçonnait. Je me rappellerai l'exemple d'une femme qui expliquait qu'elle était partie en retraite et qu'elle avait dans une grande valise tous les bulletins de salaire qu'elle avait pu amasser pendant sa vie. Elle ne lisait, elle n'écrivait, elle ne savait ni lire ni écrire. Et par contre, elle savait que c'était important, les bulletins de salaire. Donc, elle les avait mis dans sa valise. Et donc, les bénévoles ont pu retrier tout ça et monter son dossier de retraite. Pensez maintenant, à l'heure de l'informatisation, ce que serait devenu cette femme et sa valise. 2 universités populaires en 2016 ont été consacrées à la question du logement. Et la seconde a eu un format tout à fait inédit, car elle était publique dans un amphithéâtre d'université et a eu lieu en présence de la présidente de la CNDCH, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et de plusieurs de ses membres. En effet, à cette époque, cette commission préparait un avis sur le logement et elle avait tenu à faire entendre la parole des personnes mal logées. Ce rapport a d'ailleurs repris plusieurs interventions faites en séance par des personnes en précarité d'ATD Carmonde. Après chaque université populaire, un 4 pages est produit avec l'autorisation des personnes citées. Alors pour moi, ça m'a aussi apporté beaucoup. J'ai été frappé d'abord par le cercle vicieux que je ne soupçonnais pas entre misère et handicap physique et psychique. L'un créant l'autre et l'autre créant l'un. La deuxième chose, ce que je tiens, c'est une difficulté. J'ai du mal avec les réactions des personnes ayant des problèmes psychiatriques, parce qu'on accueille aussi ces personnes-là. Et évidemment, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, et pourtant, je dois avouer que je passe des heures à écouter ces personnes et parfois à subir leurs réactions violentes. Mais j'ai aussi appris de ces personnes une capacité à donner qui m'a vraiment surprise et qui m'a, entre guillemets, fait un peu honte sur mes aptitudes personnelles. Je me rappellerai toute ma vie une femme qui est arrivée d'Algérie, venir rejoindre son mari qui est décédé quasiment 2 ou 3 mois après son arrivée et qui n'avait quasiment rien. Elle avait 2 enfants quand même à élever et qui, rentrant un soir chez elle, rencontre dans la rue une femme avec son petit bébé de 2 mois alors qu'il commençait à geler. Eh bien, elle a accueilli cette femme avec ce petit enfant chez elle, dans son logement social petit, et elle les a gardés pendant 2 ans. Je n'aurais jamais su faire ça. Voilà un petit peu l'expérience que je voulais vous partager ce soir. Merci beaucoup Bernard, merci de cette émotion aussi. Merci. Voilà, Béatrice, peut-être tu reprends la main. Je vous propose après voilà, ces différents témoignages, cette introduction d'Alain dense et riche d'émotions en effet, peut-être de prendre quelques minutes chacun pour voilà, intégrer, regarder ce qu'on a envie de garder en effet de ce qu'on a entendu ce soir. Et puis, voilà, peut-être penser à 1 ou 2 questions qu'on aurait vraiment envie à cœur de poser à
à nos intervenants. N'hésitez pas à utiliser le chat, mais après, on peut aussi être très voilà, spontané. On essaiera de repérer qui a une question et de gérer ça au mieux. Voilà, donc je vous propose voilà, 2 minutes d'intégration et puis ensuite on prendra les questions qui vous viennent. Voilà, peut-être je vous propose qu'on puisse se rassembler de nouveau. Donc c'est dense, hein, on a bien conscience, une soirée comme ça, on a entendu beaucoup de choses. Peut-être ça demandera éventuellement, Alain, à ce que tu nous passes aussi voilà, ce que tu avais écrit. Voilà, ça peut être repris pour chacun, mais je pense que ça suscite aussi éventuellement des questions et puis de faire le curieux auprès de nos intervenants. Donc, n'hésitons pas. Et puis, on a vu tout à l'heure une première question dans le chat qui concernait et qui est plutôt adressée à Laurence et à Marie, qui concernait comment finalement les personnes qui sont accueillies au dimanche fraternel sont-elles informées et sont-elles invitées pour ces dimanches fraternels et les autres activités qui ont lieu à l'Ermitage? Marie, je te laisse. Ouais, je peux dire, en fait, on a un réseau qui s'est fait et construit au fur et à mesure du temps par le bouche à oreille. Voilà, donc on a à la fois quelques résidents qui sont dans nos structures d'hébergement qui viennent participer, mais c'est vraiment pas du tout la majorité. Et après, effectivement, c'est des personnes qu'on rencontre sur le… Voilà, mais quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, que vous croisez de manière régulière et où vous vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien lui proposer, ça peut être possible, effectivement, de proposer. Et après, nous, on a un téléphone et on envoie des textos la semaine avant le dimanche pour dire on se retrouve ce dimanche. Voilà. Et donc, il y a évidemment aussi un travail de partenariat avec les associations locales à Versailles, le Secours catholique, Rive, qui est une association qui s'occupe de femmes avec enfants, etc., avec lesquelles on échange beaucoup. Voilà. Merci Marie. Je prends une question qui arrive par le chat et puis n'hésitez pas à vous signaler, alors soit par voilà, la main sur vos écrans. Enfin, il y a Benoît qui interpelle Bernard et demande si la prise de notes par le secrétaire lors des groupes de partage est bien accueillie par les participants. Je te laisse la parole, Bernard. Faut que tu allumes ton micro. Oui,
Alors, cela ne pose pas de problème parce que la règle est claire. Ce compte-rendu ne va que, en dehors du secrétaire et de l'animateur, ne va que vers les deux ou trois responsables de l'université populaire et qui font les réunions du samedi matin où on se retrouve tous. Parce que ce compte-rendu leur sert pour préparer la réunion globale qui n'est que la suite des réunions des petits groupes sur le même sujet. Mais ce compte-rendu n'est pas partagé en dehors de ce petit cercle. Et il est dans beaucoup de cas même pas partagé au niveau des membres du groupe. Parce que dans ces échanges, il y a beaucoup de choses extrêmement personnelles. Moi, je suis absolument frappé de la confiance que les gens nous font. Je me rappellerai toute ma vie, c'était la 3e fois que je n'étais que secrétaire. J'avais quoi? J'avais deux ou 3 mois d'ATD Carmonde, c'est tout. Et le sujet était, entre guillemets, relativement banal. Et le hasard de l'intervention d'une femme a débordé sur tous les problèmes que plusieurs femmes avaient rencontrés dans leur enfance, dans leur famille ou en dehors de leur famille, d'attouchement ou d'autres choses plus graves. Et j'ai été frappé par la confiance totale qui nous était faite. Vous comprenez que ce genre de compte-rendu, on ne peut pas la mettre dans toutes les mains, quoi, hein. Donc, voilà. Alors, par contre, au niveau de l'université populaire, du grand groupe, donc, qui a lieu 1 fois par mois à Montreuil, il y a un petit 4 pages qui est fait, qui résume un petit peu les discussions, dans lequel les paroles de certains sont citées avec leurs photos, et à chaque fois le texte leur est montré, et la photo est montrée, et on fait extrêmement attention de ce qui peut être mis, car on ne sait jamais les répercussions possibles. En effet, on a eu une expérience malencontreuse, une femme qui s'était exprimée, et pourtant on avait fait très attention à bien lire le texte, a été repérée dans ce petit journal par un employeur qui, je ne sais pas comment il l'avait récupéré, parce que la diffusion est extrêmement limitée aux seuls membres de l'université populaire, et il en a voulu à cette femme qui a eu des problèmes avec son employeur. Donc il faut faire extrêmement attention. Voilà. Merci Bernard. Une autre question dans le chat qui s'adresse plutôt à l'Ermitage et donc de nouveau à Marie et Laurence, ou plus largement à d'autres acteurs de l'Ermitage qui sont présents ce soir. La question de Renaud, c'est de quelle façon se font ou pas le lien entre les différentes activités qui ont lieu sur ce site, cette activité du champ social et puis des autres champs qui seraient la formation, la vie spirituelle du site ou encore les actions autour de la transition écologique. Quelqu'un veut prendre la parole? J'ai vu des visages qui sont en mesure de répondre. Non, en tout cas, moi, je peux dire une chose, c'est que je trouve que c'est un défi, mais c'est aussi ça a été la volonté, je pense, dès les origines de l'arrivée de Fondatio à l'Ermitage, qui est de vivre cette mixité sociale au sein de ce site. Donc après, eh bien, on cherche tous les moyens qui permettent des liens entre les différentes réalités. Il y a, alors un des moyens, c'est donc les résidents et particulièrement de l'hébergement d'urgence et du CHRS ont obligation de dîner le soir ensemble. Et donc, on ouvre ces dîners à des bénévoles qui permettent voilà, de rencontrer dans une régularité et donc de tisser du lien avec les résidents. Nous avons par exemple Benoît qui habite sur le site de l'Ermitage, Benoît Lucie, qui participe régulièrement à ses résidents, à ses dîners, mais on a aussi d'autres bénévoles. Après, il y a, on appelle un vide la maison, c'est-à-dire
une actualité hebdomadaire de tout ce qui se passe à l'Ermitage. Et donc, nous avons le souci que ce document, eh bien, il puisse aller jusqu'aux résidents, de façon à ce qu'ils puissent être informés de ce qui se vit, ce qui se fait à l'Ermitage, et donc de pouvoir y participer. Après, il y a des sollicitations, hein, ils sont invités à venir donner un coup de main dans le jardin. C'est vrai que ça se fait plus facilement, je trouve, quand on les sollicite pour faire quelque chose avec nous. Et puis après, il y a tous les moments un peu plus festifs dont on cherche à les faire, eh bien, entre, je dirais, tout le reste de l'Ermitage et puis le réseau social. On pourrait déjà au moins dire ça, les autres peuvent compléter. Moi, je peux, en tant que co-responsable de l'Ermitage et travaillant depuis longtemps dans cette maison, je peux rejoindre Laurence sur ton témoignage qui disait on peut travailler à l'Ermitage et ne pas les voir. Ils sont discrets, ils sont dans leur chambre. Et donc, il y a comme un défi pour les rencontrer. Donc, nous, notre travail en lien avec le pôle social, c'est justement quelles activités vont permettre, vont susciter la rencontre. Et moi, je me souviens particulièrement d'un dîner de Noël où le hasard, on provoque le hasard pour être mis ensemble. Voilà. Et moi, je peux dire, moi, face à quelqu'un en précarité, je me sens démunie. Mais dans le cours du dîner, la manière dont la pédagogie a été pensée pour nous amener à partager, je ressors vraiment riche de rencontres incroyables. Et après, c'est un lien qui est tissé, qui permet la rencontre. Et donc après, il y a plein d'acteurs, chacun a son style dans la capacité à rentrer en relation plus ou moins facilement avec les gens. Donc, il y en a des bénévoles qui viennent à l'accueil qui sont tout de suite super à l'aise, et puis d'autres comme moi qui ont besoin d'être provoqués dans la relation. Et une fois que c'est enclenché, c'est vraiment un très beau lien. Renaud, je te laisserai peut-être si il te reste l'une ou l'autre question à la suite de ces réponses. Ou si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose là sur l'Ermitage, sinon il y a d'autres questions qui nous arrivent. C'est bon. Alors, je propose, j'ai aperçu que Florence et Benoît, vous aviez manifesté que vous aviez envie de vous exprimer. On vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? C'est parfait. Bon, d'abord, merci et bravo pour cette conférence et ces différentes interventions. Moi, je voudrais intervenir avec Florence à propos de GRS Welcome. Nous sommes dans le circuit là, depuis de nombreuses années. On commence à avoir, un peu comme le couple qui a parlé tout à l'heure, pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Il y a peut-être une précision qui n'a pas été donnée et que je voudrais apporter pour inciter ceux qui seraient tentés de le faire, mais qui pourraient craindre de ne pas savoir comment sortir d'une espèce de nasse. C'est que l'astuce qui a été trouvée par GRS, qui me paraît forte, c'est que les familles s'engagent pour un temps limité à accueillir un réfugié. Ça a été dit, 6-8 semaines, et le relais est pris derrière par une autre famille. Il y a donc par zone géographique un réseau de 4, 5, 6 familles qui vont recevoir ce réfugié, qui va donc pouvoir tourner entre ces différentes familles et donc faire l'expérience d'autres façons de vivre notre pays. Mais ce qui est important, c'est que le réfugié en question ne va pas se retrouver à la rue au-delà des 5, 6 ou 8 semaines qu'il aura passé dans une famille donnée. Donc, on n'a pas cette angoisse de se dire qu'est-ce qui va se passer s'il quitte l'accueil qu'on vient de lui donner. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Et bien sûr, je suis avec Florence tout à fait d'accord avec vous tous, tout ce qui a été dit sur la richesse qu'apportent ces accueils. Merci. Je vais compléter ce que dit Benoît. Donc, cette richesse de l'accueil, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et les multiples expériences qu'on a faites
enfin, que j'ai faite pour ma part pendant un grand nombre d'années dans la rencontre de l'étranger et de façon plus récente dans l'accueil à la maison de ces personnes migrantes, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a, je dirais, rajouté vraiment du sens à ma vie. Je voulais juste dire quelque chose. Là, je me trouve, nous trouvons, enfin, je me trouve en tant que tutrice, comme disait Eric tout à l'heure, qu'on appelle maintenant accompagnatrice d'une personne migrante qui se trouve avoir été déboutée et qui était dans le système JRS Welcome. Cette jeune femme au parcours très douloureux, très complexe, a malheureusement été déboutée de sa demande d'asile. Et je voudrais dire que voilà, ça c'est des moments très très difficiles à vivre pour les accompagnateurs ou accueillants que nous sommes, quand la personne se heurte à une situation administrative bloquée. Et voilà, je dis ça parce que cet attachement, ce lien qui se crée avec les personnes que nous accompagnons subsiste, quoi qu'il arrive. Et donc, être confronté à une certaine forme d'impuissance, à un certain moment, je parle au niveau du cheminement, du parcours des personnes concernées, c'est assez douloureux. Enfin, moi, je le vis comme assez douloureux. Voilà. Mais je répète que c'est vraiment une expérience qui vaut la peine. Merci Benoît et Florence de votre témoignage. Je ne sais pas sûre d'avoir tout à fait bien compris la question de Martine. Peut-être Martine peut exprimer sa question à vive voix, de vive voix. Comment vivre les échecs? Est-ce que Martine, vous souhaitez prendre la parole? Oui, en fait, on assiste en ce moment à une arrivée de jeunes en particulier de Suède et d'Allemagne, où il y a eu un changement de politique. Il y a quelques années, la Suède accueillait à bras ouverts les fuyards de leur pays en guerre, souvent. Et maintenant, la Suède les met tous dehors, même après quelques années où ils ont étudié, où ils ont eu un emploi, où ils ont payé des impôts. Et au lieu d'être remis, quand on leur dit qu'on les remet à l'avion pour l'Afghanistan notamment, ils fuient. Et ils arrivent souvent en France où quelqu'un, je ne sais pas, leur a dit que à partir de la région parisienne, l'ambassade du Canada, notamment, ils pouvaient avoir un visa facilement pour d'autres pays, ce qui n'est pas le cas. Les frontières sont toujours fermées. Et donc, après quelques mois en France, où de toute façon, on ne veut pas les garder, eh bien, ces jeunes retombent dans l'anonymat, se cachent sans papier pendant 6 mois ou 18 mois, en faisant des petits boulots au noir, en essayant de vivre, en s'achetant une tente pour dormir sur le trottoir, en vivant souvent en groupe dans des petits logements où il y a, excusez-moi, des punaises de lit, hein, parce que voilà, c'est ce que nous, on a expérimenté. Et il y a un certain désespoir qui s'installe chez eux. Alors, ils ne trouvent pas toujours des communautés pour les accueillir, comme la vôtre. Et ils attendent plusieurs mois pour refaire une demande d'asile et pour recevoir à nouveau un petit peu d'argent tous les mois. En principe, recevoir une carte de je sais plus comment de santé, oui. Et comme l'administration est souvent pas très organisée,
il y a des embouteillages, ils ne reçoivent pas les cartes, enfin bref. Et puis aussi le fait que quand ils arrivent chez nous, il y a un numéro de téléphone pour toute la France pour obtenir un rendez-vous, pour être déclaré dans une préfecture et devenir officiellement demandeur d'asile et avoir en fait au moins un papier en poche. Et ce numéro de téléphone est embouteillé, donc ils passent des heures, des jours et des jours à refaire le même numéro jusqu'à ce que la chance leur sourie et ils puissent avoir un rendez-vous dans une préfecture. Voilà, alors je ne sais pas comment de votre côté… La question c'est comment vous vivez de jour en jour les échecs. Je n'aime pas utiliser le terme échec, ce n'est pas un échec, mais les contretemps. Quand tous ces gens quand un jeune est renvoyé chez lui, malgré tout, quand il n'y a aucune couverture médicale après 18 mois dans le pays, parce qu'il y a des organismes qui ne font pas le boulot et qui perdent ou qui utilisent leur carte pour autre chose. Il y a des échecs partout et on doit vivre avec ça. Et vous vivez avec ça jour après jour. Donc, c'est ça qui… Est-ce qu'il y a un des intervenants là de ce soir qui a eu voilà, quelque chose à partager autour de cette question de au jour le jour vivre avec ces échecs ou cette douleur dont parlait Florence tout à l'heure? Voilà, c'est très court. Moi, je veux bien répondre parce que c'est une vraie question et comme le disait Florence, c'est aussi beaucoup de souffrance dans un quotidien d'accompagner ces personnes qui sont rejetées tant par, quelque part, j'ai envie de dire, la dureté de l'administration française. Quand vous dites qu'il y a un numéro unique pour pouvoir déposer sa demande d'asile, qu'on met des mois, à des moments pour obtenir ce fameux premier rendez-vous à la préfecture, et souvent, enfin moi je peux témoigner que ça me met hors de moi. Alors après, Alain, il a commencé son topo en disant juste parce que c'est toi. En fait, personnellement, je dirais peut-être le plus important, c'est de continuer de donner la main à la personne, quel que soit au final, qu'il soit dégoûté, qu'il ait des conditions de vie difficiles, parce que si la personne sent qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un, mais juste de quelqu'un qui va penser à elle, qui va donner un peu de bienveillance, d'amour, c'est déjà énorme. En tout cas, pour eux, c'est énorme. Après, c'est vrai que c'est se battre dans un quotidien, donc c'est chercher avec eux comment, quelque part, ruser par rapport à nos lois. Quand on sait que pour une régularisation par le travail, il faut pouvoir présenter des bulletins de salaire, or, ils n'ont pas le droit de travailler, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui est incohérent. Donc, comment, avec eux, on va trouver le chemin, coûte que coûte, pour tenter une régularisation. Mais quand je dis ça, ça met 5 ans, ça met 10 ans. Quelquefois, c'est aussi long que ça. Moi, j'ai tendance à leur dire, vous savez, votre journée, elle fait 24 heures comme la mienne. Que ce n'est pas marqué sur votre front que vous êtes dégoûté. Et donc, comment faire pour tenter de vivre au mieux son quotidien, quelque part, même sans papier ou sans. Après, je pense que l'autre chose qui est importante, pour moi, c'est ne jamais laisser une personne seule. Donc, en fait, c'est de rapprocher ces personnes vers des associations qui ont des compétences. Si je regarde ces dernières années, nous avons énormément perdu en France le lien avec le demandeur d'asile parce qu'on a mis les domiciliations au même endroit dans un département, donc il y a une seule domiciliation unique et donc ils sont livrés à eux-mêmes.
il y a quelques années, il y avait beaucoup plus d'accompagnement de fait auprès d'un demandeur d'asile et donc ils étaient mieux préparés aussi pour aller aux entretiens de l'OFPRA-CNDA. Plus on sera nombreux à dire, à proposer à ces personnes de dire allez à la CIMAD, allez au Secours catholique, allez, et nous avons la chance, en tout cas en France, d'avoir beaucoup d'associations qui peuvent accompagner, et que ce soit des déboutés, que ce soit des demandeurs d'asile ou que ce soit des personnes réfugiées. Donc moi, c'est ça. Ce que je peux encourager, c'est ne pas les laisser seuls. Après, il y a beaucoup de gens battants en France pour se battre avec eux. Merci Laurence pour ton encouragement à ne pas baisser les bras. Je vois l'heure qui tourne. On essaie en tout cas de se promettre là, de terminer à peu près à l'heure parce que voilà, nos journées font 24 heures en effet et que le sommeil compte aussi. Donc je vous propose qu'on s'arrête là. S'il y a vraiment des questions qui restent, n'hésitez pas, hein, le mail qui vous a été envoyé avec le lien, voilà, vous pouvez faire vos questions là-dessus et on prendra soin de temps de vous y répondre par l'intermédiaire de nos intervenants de ce soir, que je remercie à nouveau de leur disponibilité, de nous avoir partagé quelque chose qui leur tient à cœur. J'espère qu'à travers ça, moi j'ai en tout cas noté de l'un ou l'autre, en tout cas que ça avait été des déclics, en tout cas qui avaient provoqué, en tout cas pour une part votre engagement. Voilà, j'avais envie de nous souhaiter ensemble, en tout cas d'être peut-être ces ambassadeurs pour ceux qui ont eu cette expérience, en tout cas auprès d'autres. Voilà, visiblement, en tout cas, le déclic par des témoins, ça compte dans les histoires des uns et des autres. Marie vous propose pour terminer une petite cerise sur le gâteau, je la laisse vous dire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis à notre prochain rendez-vous le mois prochain, qui sera un rendez-vous autour des vacances bas carbone. Moi, je voulais juste vous partager, je sais que le mouvement suscité par le père Brzezinski suscitait beaucoup de la créativité aussi. Et il y a une chanson qui m'a touchée dernièrement de Vianney, le chanteur Vianney, qui lui-même a été bénévole, a fait des maraudes. Et donc, je vous propose juste voilà, d'écouter cette chanson. Vous pouvez tout à fait choisir de vous déconnecter. Voilà, allez vous coucher. Mais voilà, pour terminer... Voilà. L'acteur qui joue, c'est la personne qui l'a accompagné dans le clip. Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Oh, 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 oh.
J'avais pas d'horizon, j'avais le cœur en carton, je ne voyais que moi. Merci pour ça, un vagabond errant, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-moi. Avant toi, avant toi, avant toi, avant toi. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi, je ne voyais rien.